très argumenté avec une recherche bibliographique importante, et donc ça c'est toujours très intéressant d'étudier comme ça les sujets. Et puis on va passer à nos amis qui sortent des laboratoires. Hein. Donc Christophe Aigle qui va nous présenter donc l'évaluation des résultats de l'implantation des biomatériaux, la nécessité d'une approche morpho-fonctionnelle. Tu vas nous expliquer tout ça magnifiquement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Merci aux organisateurs aussi de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis arrivé à un âge maintenant où la présence de médecins dans l'Assemblée me rassure, donc là je suis entouré. Personne ne peut rien m'arriver. Ça te rassure, ça t'inquiète? Non, c'est pas des médecins légistes. Hein, donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un projet qui s'appelle Silk Nerve, qui a été financé par la région Hauts-de-France. Et je vais vous présenter à peu près 6-7 années de recherche en vous montrant un petit peu les étapes qu'on a choisies, les différents choix techniques qu'on a fait pour essayer de mettre au point un nouveau type de biomatériaux pour la réparation des nerfs périphériques. Donc l'idée était vraiment de repartir de la base même, c'est-à-dire un matériau composé de fibres polymères alignées qui pouvait présenter un support de croissance qui était une forme de rail, exactement comme les cellules de Schwann vont s'aligner pour permettre de donner un chemin à la fibre en recroissance. Et cette structure devait permettre de diriger le nerf, mais aussi de le stimuler, comme ce qu'on voit dans la nature. Pour ça, on a décidé de choisir un polymère qui était un polymère naturel, qui est la fibroïne de soie. C'est la protéine principale composante de la soie. Dans ce cas-là, on a utilisé de la soie qui venait plutôt de Bombyx mori, donc de la soie du ver du mûrier. Elle a des caractéristiques on va dire biomécaniques qui sont peut-être un petit peu moins bonnes que la soie d'araignée, mais par contre, elle va être beaucoup plus simple à récolter puisqu'on va simplement récolter le cocon du Bombyx mori. On va dissoudre ce cocon dans différents bains et on va pouvoir par dialyse obtenir en fait un liquide qui contient cette fibroïne de soie de façon suffisamment concentrée. Donc c'était une manière d'avoir un produit qui est naturel, qui a été démontré comme étant biocompatible. On l'utilise déjà pour certaines sutures, on l'utilise pour d'autres gestes chirurgicaux, et donc qui nous semblait pour nous un polymère capable de nous aider dans notre démarche. L'étape d'après était d'obtenir ces nanofibres et d'essayer d'aligner ces nanofibres pour qu'elles aient à peu près la même direction qu'on va avoir. Donc pour ça, on a travaillé par une technique qui s'appelle de l'électrofilage ou de l'électrospinning, qui est une technique extrêmement simple. On va créer une différence de courant entre deux endroits. On va avoir un pousse-seringue le plus simple possible et on va pousser lentement notre solution de polymère dans ce champ électrique. Le champ électrique va réaligner les différents polymères et va permettre de reformer une fibre au niveau du collecteur qu'on va avoir. Par la suite, en fonction du collecteur qu'on a, on va avoir un alignement plus ou moins fort de ces fibres. Donc si votre collecteur ne bouge pas, c'est exactement votre tartine le matin quand vous mettez du miel et vous allez avoir des fibres qui vont tomber et qui vont partir dans tous les sens au niveau de votre tartine. Si au contraire vous utilisez une sorte de rouet qui va tourner et qui va tourner à la vitesse de création de la fibre à l'intérieur de ce champ électrique, vous allez commencer à avoir en fait un alignement des fibres dans une même direction. Lorsque vous utilisez au contraire deux plaques avec un échange de courant d'une plaque à l'autre, vous allez avoir exactement en fait des fibres qui vont s'aligner dans la direction de cette plaque. Donc notre premier objectif était atteint, c'est-à-dire pouvoir faire des rails, un rail sur lequel une cellule qui soit à une taille suffisamment petite pour qu'une cellule puisse se mettre dessus et ensuite pousser. Le deuxième avantage de cet électrofilage, c'est que si vous rajoutez des molécules d'intérêt, des facteurs de croissance, du collagène, des molécules de la matrice extracellulaire, vous allez avoir en fait ces molécules qui vont se retrouver à l'intérieur des fibres lorsque vous aurez fabriqué en fait votre papier de soie avec ces fibres qui sont alignées. Donc on pouvait créer à l'intérieur de nos fibres des combinaisons de facteurs de croissance qui nous permettraient, ou alors favoriser l'adhésion des cellules par exemple, qui nous permettrait en fait de moduler un petit peu l'adhésion des neurones et de leur prolongement sur ces matériaux.
L'étape d'après, c'était une étape in vitro, donc regardez comment les neurones vont se comporter à la surface de ces fibres. Et donc pour ça, on a pris des ganglions de la racine dorsale, c'est-à-dire la sortie vers le nerf périphérique, et on a regardé comment ces ganglions allaient s'étendre en fait sur ces fibres de soie. Donc ici, vous pouvez voir un corps neuronal. En dessous, vous avez les fibres de soie telles qu'elles étaient, et vous pouvez voir ici, par exemple, un cône de croissance qui s'enroule autour de la fibre de soie avec les différentes digitations qui vont se mettre autour de cette fibre. L'étape, donc c'était rassurant, on a pu regarder effectivement s'il n'y avait pas de différence dans la viabilité des neurones, il n'y en avait pas, donc il n'y avait pas de toxicité de ces fibres. Et l'étape d'après était de rajouter des facteurs de croissance, en sachant qu'on cherchait vraiment à éviter d'avoir des facteurs qui se relarguent trop facilement dans le milieu et qui vont alors dans ce cas-là être trop actifs au niveau de la terminaison nerveuse. Donc, ce qu'on a pu montrer, c'est que les facteurs de croissance qui sont insérés dans les fibres ne sont pas relargués. On a utilisé une technique qui s'appelle une technique ELISA, où on va avoir des anticorps pour détecter dans le milieu de culture des facteurs de croissance, et il n'y en avait pas. Par contre, on avait une présence qu'on pouvait détecter à l'intérieur de la fibre elle-même. De plus, quand on mettait les neurones sur des fibres de soie qui ne sont pas fonctionnalisées ou qui sont fonctionnalisées, ici avec du NGF, du Nerve Growth Factor, on peut voir que le nombre de corps cellulaires n'est pas modifié, mais par contre, on a la présence de nombreux prolongements et des prolongements beaucoup plus longs que ce qu'on a. D'accord ? Donc, on arrivait à la première étape qui était l'étape, si vous voulez, scientifique pure, de savoir est-ce qu'on peut fabriquer ces matériaux, est-ce que ces matériaux vont avoir l'activité qu'on espère avoir. Et on a ensuite travaillé avec des chirurgiens. Donc, moi, je suis chercheur à l'Université de technologie de Compiègne. Le CHU le plus proche, c'est le CHU d'Amiens. Et on a la chance d'avoir le professeur Devauchel au CHU d'Amiens, qui est, de par son intérêt pour des transplantations complexes, toujours intéressé par des nouveaux types de biomatériaux qui peuvent l'aider justement à faciliter un petit peu ces transplantations. Ce que lui nous expliquait, c'est ce que vous avez dit au début de cette présentation, qui est qu'on peut récupérer des morceaux de nerfs pour faire des autogreffes, mais lorsqu'on en est à tout un visage, il va falloir greffer beaucoup de choses. Donc ça, c'était assez intéressant pour lui d'essayer de trouver des alternatives pour ce genre de choses. Il a travaillé avec nous et la première chose, ça a été d'essayer de créer des structures tridimensionnelles qui soient prêtes pour de la chirurgie. Donc dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est on a pris nos feuilles de soie 2-dimensionnelles avec toutes les fibres qui étaient alignées dans le même sens, on les a roulées. On les a roulés en maintenant des barres de titane à l'intérieur et ces barres de titane étaient faites pour créer en fait ces micro-canaux à l'intérieur de ces nerfs artificiels. L'idée était de proposer donc une surface de recroissance qui soit faite de fibres alignées, mais également de proposer des espaces de recroissance pour les nerfs. La première chose que nous a dit notre chirurgien, c'est que si vous avez des matériaux avec des fibres qui sont parfaitement alignées, ça sera absolument impossible de les suturer aux extrémités lorsqu'on voudra abouter en fait ce biomatériau avec le nerf. D'accord ? Donc, on a travaillé avec lui sur un épinèvre artificiel qui allait lui permettre, qu'on va enrouler autour de ce biomatériau et qui allait être, lui, avec des fibres de soie qui allaient dans tous les sens et qui allait donc lui permettre, en fait, de réancrer ces points de suture au niveau de l'extérieur de cette prothèse nerveuse. Et c'est ce qui a été breveté, en fait. C'est le fait de présenter, en fait, une jacket, ce qu'on avait mis en anglais, c'est-à-dire une zone qui entourait cette prothèse nerveuse et qui allait permettre, en fait, de la greffer. L'étape d'après, c'est donc l'étape du rat. Et donc, on est passé à des tests in vivo. Vous voyez ici le professeur Devauchel qui était venu dans nos locaux pour justement greffer le rat. On a choisi le remplacement du nerf sciatique parce qu'il y avait une accessibilité qui était quand même assez simple pour opérer ce nerf. On avait travaillé avec nos prothèses également sur un diamètre qui allait être compatible avec le nerf sciatique du rat. Et également, et on le verra
vers la fin de cette présentation, parce qu'on pouvait travailler autour de la récupération de la marche chez le rat, en étudiant notamment la capture de mouvement et comment ce rat allait commencer à marcher. Donc ici, vous voyez l'opération. L'opération, elle est d'enlever 5 mm sur le nerf sciatique du rat et ensuite de l'attacher par microsuture de part et d'autre sur le segment proximal et sur le segment distal du nerf qui a été sectionné. Les premiers résultats ont été catastrophiques. D'accord, donc c'est ceux qu'on ne publie pas, forcément. Donc je vais vous les montrer aujourd'hui, puisqu'on ne les publie pas. On a eu un premier problème qui était simplement après la chirurgie, les rats ont cessé d'utiliser leurs jambes. Donc c'est quelque chose qui est assez classique chez les quadrupèdes, c'est-à-dire ils vont simplement replier leurs jambes, ils ne vont plus l'utiliser. À partir du moment où ils ne l'utilisent plus, eh bien, il n'y a pas du tout de repousse nerveuse puisqu'il n'y a pas justement ce tropisme qui est fait par l'activité en fait, qui est réalisée. Donc pour ça, on a dû leur fournir des séances de physiothérapie, c'est-à-dire qu'on les a mis dans une piscine et ils ont dû, une fois par semaine, essayer de nager et forcer ce mouvement de la jambe avec en plus une stimulation de la patte et de l'intérieur de la patte qui nous semblait nécessaire pour aider en fait la recroissance nerveuse. Un deuxième problème qui lui est lié vraiment au choix du rat, c'est que le rat est un rongeur et à partir du moment où il y a quelque chose qui lui arrive sur son corps, il va le résoudre en le rongeant. Donc on avait une réaction autophage extrêmement forte du côté de la jambe qui était dénervée, avec simplement une autophagie du rat qui était due, et ça on ne le sait pas parce que c'est le rat, qui était due soit au fait qu'on perdait la sensation, et dans ce cas-là, il y répondait en mangeant, soit au fait que justement, on commençait à avoir une première repousse qui était plutôt sensorielle, c'est les picotements que les patients décrivent dans le membre qui a été dénervé, et ce picotement, il y répondait par la manière qu'il avait, c'est-à-dire de ronger. Donc pour ça, il a fallu, et ça a été assez compliqué, créer un système avec 3 couches de protection, un embout en plastique qui devait résister aux morsures, on recouvrait par un pansement collant qui couvrait complètement le bout qui avait été opéré et la jambe, et on avait rajouté dessus un vernis amer où on avait mis en plus de la capsaïcine, qui est cette molécule qui rend les piments extrêmement pimentés, pour essayer vraiment de les empêcher de manger. Et malgré tout, il fallait changer à peu près notre pansement tous les jours ou tous les 2 jours parce qu'ils étaient obsédés par cette espèce de douleur. Donc notre deuxième expérience s'est passée un petit peu mieux puisqu'on a fait plus attention à nos patients. La complexité en fait qu'on avait, c'était vraiment de suivre cette réinnervation de l'extérieur, puisqu'on était sur des temps qui étaient quand même assez longs. On regarde après cette réinnervation, elle se fait après 6 mois à peu près. On est quand même assez éloigné des muscles de la patte. Et donc en 6 mois, on essayait désespérément de savoir à quel moment on pouvait dire que les choses se passaient à peu près bien et qu'on avait des résultats qui étaient corrects. L'autre chose était de séparer le moteur et le sensoriel, et donc de ne pas rester juste à montrer une image en disant « regardez, il y a des fibres, tout se passe bien », sans dire si effectivement il y avait une reprise moteur. Et donc pour ça, on a choisi de combiner une analyse électrophysiologique et histochimique, donc l'analyse de marquage classique. C'est ce que vous voyez en dessous. On avait différentes possibilités. La première, c'était couper, suturer, ne pas fonctionnaliser la soie, mettre du NGF ou du NT3, mettre du NGF et du CNTF, qui est un facteur ciliaire qui favorise également les cellules de cheval. Donc, vous voyez que dans tous les cas, après 4 ou 5 mois d'opération, on commence à voir apparaître des petits points rouges. Ces petits points rouges sont les fibres nerveuses. Donc là, on est au milieu de notre prothèse, et au milieu de notre prothèse, on avait effectivement des fibres. 8 mois après l'implantation, lorsqu'on regarde, on regarde la qualité. Donc ici, vous avez un nerf sain, vous avez un marquage des fibres nerveuses en rouge, des cellules gliales en bleu et de la myéline en vert. Vous voyez que dans la prothèse nerveuse, les fibres qui sont en rouge ont commencé à s'entourer par de la myéline, et donc on a effectivement un nerf qui redevient, en fait, qui reprend sa fonction nerveuse avec une morphologie normale. Donc l'histologie était bonne. C'était plus compliqué avec l'électrophysiologie, puisque l'électrophysiologie, il fallait rouvrir pour essayer de trouver s'il y avait déjà un électromyogramme. Là, vous avez un résultat 8 mois après la greffe. On l'a également fait 5 mois après l'implantation. Vous voyez que c'est un petit peu plus difficile à lire. On a une gamme qui va du contrôle, qui est bon,
jusqu'au coupé suturé qui est notre second contrôle, qui lui est pas si mal que ça, et le pire étant le fibre de soie non fonctionnalisée avec une gamme qui est entre. Donc pour aller plus loin dans cette fonctionnalisation, on est passé à la capture de mouvement pour suivre la récupération fonctionnelle. Donc pour ça, on a appareillé nos rats qui avaient un côté qui avait été opéré et un autre côté qui était normal. On les filmait de part et d'autre de leur trajet sur une planche et on pouvait mesurer le mouvement. Donc ici, vous avez l'expérience telle qu'elle se déroule. On fait marcher ce rat sur une planche devant des caméras infrarouges qui peuvent détecter les billes qu'on a déplacées. Et vous avez un ordinateur qui récupère, je peux vous montrer, et vous avez un ordinateur qui récupère en fait les mouvements. Et on peut mettre en fait en rouge, en jaune, en vert les différents angles qu'on va avoir au moment de la marche, au niveau de la hanche, au niveau du genou, au niveau de la patte de l'animal. On peut relever plusieurs paramètres. On peut avoir des angles d'articulation, des déplacements verticaux et latéraux du pied. Et donc, on va rentrer dans une analyse beaucoup plus fine, sans ouvrir le rat cette fois-ci, en utilisant en fait progressivement, au cours des 6 ou 8 mois, les rats qu'on a opérés. Et donc, on peut voir que chez le rat qui n'a pas été opéré, vous avez effectivement une fréquence, vous avez différentes choses, et on peut vraiment comparer les différents types d'implants qu'on a mis et notamment les combinaisons qu'on a fait de facteurs de croissance. Et donc on peut voir que ce qui marche le mieux, c'est toujours quand on met plusieurs facteurs de croissance ensemble, ce mix va toujours fonctionner par rapport à un implant non fonctionnalisé. Donc voilà où on en était, on a notre brevet, on continue de travailler avec le professeur de Vauchel, on est maintenant à discuter avec des entreprises pour essayer de voir comment on peut continuer ce travail. Au niveau recherche, nous on a plusieurs axes de développement. La première, c'est travailler sur la complexification de la structure, comme vous l'avez vu pour le moment, c'est un tube qui va d'un point A à un point B, c'est des choses qui ne sont pas très intéressantes. Donc pour ça, on a des techniques maintenant d'impression 3D qui vont nous permettre de reprendre cette structure complexe avec des canalicules à l'intérieur, avec différentes choses. On peut travailler sur une longueur plus grande, on n'était que sur 1 cm maximum pour le moment. On a d'autres techniques de fonctionnalisation qui sont plus adaptées à des temps longs. Notamment, on va rajouter des nanoparticules métalliques à l'intérieur de nos tubes, ce qui va avoir 2 intérêts. Le premier, c'est en imagerie médicale de pouvoir suivre exactement où on en est. Le second, c'est qu'on peut travailler alors sur de l'électroconduction et des nanocourants qui n'ont pas été abordés, mais qui sont également une manière de favoriser la repousse axonale et qui peuvent être des choses qui peuvent être induites de l'extérieur du patient ou de l'extérieur de l'animal. Donc, on peut imaginer une première étape qui est une implantation, puis ensuite une fonctionnalisation. Et on va adapter cette technique à des nerfs plus complexes d'accès. Le nerf optique, évidemment, qui est central, mais qui a quand même une structure qui est très proche du nerf périphérique, et des nerfs qui rentrent dans des canaux osseux, le nerf alvéolaire inférieur, par exemple, qui, eux, sont d'accès souvent assez difficiles. En utilisant, en fait, l'encre qu'on utilise de soie pour faire l'impression 3D comme un système en fait de nerfs liquides injectables pour essayer de combler ce genre de choses. Voilà, je vous remercie. Vous avez... Bah écoutez, on a été passionnés vraiment. Moi, je trouve que les dernières slides sont vraiment apportent plein d'idées sur les perspectives nouvelles de contrôle. Juste une petite question. Le rat, il est stimulé par quoi pour avancer? Alors, on lui a mis du cornflakes, on lui a mis des chips, on lui a mis tout. Le rat mange très mal dans les laboratoires. Donc, oui, voilà, c'est ça. C'est assez drôle. Mais voilà, en tout cas, merci. Plus sérieux, Alain Charles va contester parce que... Non, pas du tout. Non, pardon. Je ne conteste pas, mais ce qui m'intéresse toujours, c'est comment vous est venue l'idée d'utiliser la fibre de soie? Alors, la fibre de soie, en fait, l'idée vient, on a travaillé avec des polyméristes, on a comparé différents types de polymères possibles, et la soie avait vraiment cet avantage d'être naturelle et d'être déjà biocompatible. Et l'autre chose, c'est que avec ces chimistes polyméristes, la soie peut être facilement adaptée pour se dégrader très lentement. Parce que l'énorme problème, c'est le temps, quand vous travaillez sur 8 mois. Et donc, l'idée était d'avoir quelque chose avec une dégradation très lente, et la soie proposait cette dégradation.
Une question, tu travailles avec Fairface, l'Institut Fairface? Oui, c'est Fairface, je l'avais en dernière diapo. Oui. Parce que Bernard de Vauchel, et c'est vrai que dans les greffes composites de visage, on imagine que le problème de la réinnervation, c'est un sujet majeur. Comment... Exactement, parce que dans les discussions qu'on a eues avec Bernard de Vauchel, le problème n'est pas juste la greffe, c'est ensuite la reprise fonctionnelle d'un visage qui est tout pour le patient. C'est-à-dire que c'est sa manière de communiquer, c'est sa manière de faire. Donc le premier sourire est important, les différentes choses. Donc oui, on n'est pas juste à refaire quelque chose de vasculaire, mais on en est vraiment à aller vers le fonctionnel. Alors, on prévoit d'aller à Amiens, je crois le 28 octobre. On fera donc avec les collègues qui voudront participer la deuxième séance délocalisée de l'Académie, donc à Amiens, à l'Institut Fairface. Et puis, on travaillera également avec l'Institut de simulation en santé, qui est SimuSanté, qui est... Santé, exactement. Et donc, pour faire face, on comprend que c'est un véritable institut de recherche fondamental, associé à l'application clinique. Oui, Fairface, pour le moment, est l'endroit où les chercheurs rencontrent les chirurgiens avec des problèmes, des problèmes qui leur sont présentés par les chirurgiens. Donc, c'est vraiment, pour le moment, c'est un endroit vraiment précieux pour nous. J'imagine. Et là, vous avez passé du rat à l'homme, hein, plus facilement peut-être. Alors là, on est en train de discuter, on a discuté avec Axogène et avec une autre entreprise, on est en train de faire les premières expériences de type, alors ça s'appelle Good Laboratory Practice, de type GLP, pour pouvoir avancer un dossier pour les mises sur le marché. Parce que tout ce qu'on fait, nous, dans nos laboratoires, ne sont pas considérés comme des pratiques de laboratoire qui peuvent être acceptés par les autorités de mise sur le marché. Une question, la longueur des greffons chez les on est allé pour le moment jusqu'à 1 centimètre. Un demi-centimètre à 1 centimètre. Comme vous avez vu maintenant, c'est quelque chose qui est quand même assez lourd. Donc, on a essayé d'abord de sélectionner quel était le meilleur mix pour ensuite ne prendre plus que celui-là et alors travailler sur d'autres choses qui sont la longueur, qui sont différentes. Le meilleur mix, c'est sans doute le facteur de croissance pour les neurones et le facteur de croissance pour les cellules gliales, puisqu'on a pu montrer qu'on avait un alignement des cellules gliales sur les fibres lorsqu'on avait ce CNTF. Et donc, effectivement, parce que dans le temps, on ne va pas avoir une fibre, on ne va pas avoir un neurone qui va pousser en permanence sur la soie. C'est-à-dire que rapidement va s'intercaler la cellule de Schwann qui est là pour s'intercaler et pour le faire. Donc on est sur 2 échelles de temps. La première qui est très rapide de permettre à cette fibre nerveuse de commencer sa croissance et de ne pas rester justement dans ce scar qui va la bloquer et qui va être complètement le glial scar. Donc lui permettre de faire ce premier pont et ensuite de tenir suffisamment longtemps pour que la cellule de Schwann prenne le relais et donc stimuler la cellule de Schwann de l'autre côté. En fait, tu réinventes la membrane périostyle. Voilà. C'est un peu ça. Hein. Exactement. Mais je la fabrique. Oui, Michel. Mais tu la fabriques, c'est pas le périoste, c'est le fil de soie. Remarque, j'ai fait courir du rat dans les canaux du laboratoire avec Medina Celi qui avait mis au point le SFI, l'index fonctionnel sciatique. Et c'est très important ce que vous avez mis, vous n'avez pas eu le temps de le développer dans votre dernière diapositive, c'est de pouvoir capter le véritable mouvement parce que ça, c'est l'étude du résultat fonctionnel d'une régénération nerveuse. Il y a trop de résultats qui sont publiés où on compte les fibres myélinisées, pas myélinisées, le diamètre, etc. Ça n'a aucune valeur sur le plan fonctionnel. Et je voulais vous reposer la même question qu'Alain, parce que vous avez réglé le problème de la membrane basale avec les nanopeptides, avec les fibres, ça c'est sûr. La cellule de Schwann est indispensable si vous voulez faire du kilométrage, si je puis dire, et c'est là où on vous attend. Parce que je crois que le futur, on ne pourra pas y échapper. Pour les grandes longueurs, il faudra prendre les cellules de Schwann du receveur à l'intérieur du tube
pour continuer la progression. De toute façon, la principale chose maintenant, ça va être de pouvoir utiliser les cellules du receveur. Ça sera possible en plus avec les nouvelles techniques CRISPR, Cas9 par exemple, où on va pouvoir utiliser des systèmes de transfection mais qui seront plus doux, et on va aussi avoir évidemment les cellules souches qui pourront, mais en les guidant uniquement vers un développement glial et en sachant qu'on n'a pas besoin de composants. Pour les ignorants, est-ce que tu peux nous expliquer les systèmes CRISPR là, c'est quoi? Le système CRISPR-Cas9, c'est simplement un système où on va pouvoir facilement rajouter des morceaux de gènes, et ces morceaux de gènes vont être suffisamment actifs pour pouvoir... Les ciseaux moléculaires. Exactement. C'est le prix Nobel. C'est le prix Nobel de notre française qui n'a jamais été en France. Donc, oui, donc voilà. Dernière question. Tout le monde a. Oui, tu peux faire une note de synthèse. En même temps, parce que c'était très important ce que nous a dit Christophe. Et il a soulevé deux points très intéressants. Un, c'est le remplacement justement par ces greffes artificielles, et ça c'est très intéressant, mais c'est quand même à long terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas pour demain, et c'est des années et des années encore. Par contre, il y a un deuxième progrès qui nous a montré, mais il n'a pas insisté dessus, qui est l'évaluation. Et ça, c'est une des choses qui manque le plus. C'est l'évaluation des résultats dans la chirurgie nerveuse. Et ça viendra de l'informatisation de l'intelligence artificielle, parce que la partie recueil, elle est parfaitement bien maintenant utilisée, connue, etc. Il y a une partie qui manque moins, qui est l'interprétation, et qui va nécessiter un travail informatique important, mais qui va se faire, à mon avis, de façon très proche. Donc, quand on aura une bonne évaluation, on pourra enfin reparler de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était une très belle séance ouverte sur la recherche. Et ça, à l'Académie, on aime bien la recherche. Donc, merci beaucoup.